Bonjour chers téléspectateurs, très heureux de vous retrouver dans cette émission Vox Hebdo. Au cœur des discussions, condamnation à mort de Joseph Kabila, rentrée scolaire 2025-2026, sortie de la DGSP contre les Koulouna. Alphonse Ndongo, journaliste indépendant spécialisé dans les questions économiques, Albert Mianzoukuta, directeur de publication du journal La Semaine africaine, et Guy Benoît de Victor, journaliste indépendant, analyste politique, sont avec moi pour examiner cette actualité. Bonjour messieurs. Bonjour. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Alors je vous invite à suivre ce reportage pour aborder notre premier sujet. Joseph Kabila, condamné par contumace à la peine de mort. La justice militaire de République démocratique du Congo a donc condamné l'ancien président du pays en son absence. Condamnation pour trahison et crime de guerre en raison de son soutien au mouvement rebelle M23. L'ancien chef d'État est condamné à la peine de mort et a versé plus de 30 milliards de dollars de dommages et intérêts à l'État congolais et aux provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Il fallait donner à la population congolaise, au peuple congolais, les sentiments qu'aucune impunité ne sera plus tolérée dans ce pays. Il n'y a pas de désir de vengeance parce que le jugement répressif poursuit et doit être appliqué par celui qui est reconnu coupable. Et donc, il n'y a pas d'autre coupable à ma connaissance. Mobutu ne s'était pas mis dans la posture de Joseph Kabila. Laurent Désiré Kabila ne s'était pas mis dans cette posture. Beaucoup d'autres. Il est le premier à avoir été indigne de sa qualité d'ancien président de la République. Alors, dans cette affaire Joseph Kabila, le ministère public avait requis une peine de mort et les magistrats de la cour militaire ont donc confirmé, ils ont donc prononcé la peine de mort à l'encontre du président Joseph Kabila. Alors, Albert, est-ce cette décision peut-on être considérée comme un acte de justice ou un règlement de compte politique? C'est la question que nous pourrions nous poser sur tous les procès qu'il y a, pas seulement en République démocratique du Congo, même chez nous, et en Afrique centrale. C'est-à-dire quelles sont les intentions véritables qui animent ceux qui véritablement tiennent le procès en main et qui déterminent donc son orientation, justice ou pas justice. Et quand il aura été décidé que finalement M. Kabila soit mis à mort, quelle sera la réaction de ceux qui le soutiennent aujourd'hui? Est-ce que ce sera une vengeance? Donc c'est une question à laquelle on ne peut pas apporter une simple réponse de oui ou non. M. Kabila, 18 ans, président de la République, est parti du pouvoir par un arrangement que l'on a cru voir dans le registre de la sagesse pour que M. Tshisekedi s'installe au fauteuil. Et aujourd'hui, donc, pestiféré, c'est M. Tshisekedi lui-même, le président de la République actuelle, qui disait finalement l'instigateur numéro 1 de cette rébellion à l'est de la République démocratique du Congo, puisque, rappelons-le, c'est autour de ça qu'il a été condamné. L'instigateur numéro 1, leur chef, c'est mon prédécesseur. On se rappelle tous ce passage-là de son discours. Aujourd'hui, donc, il veut l'écarter, le museler et même le faire taire à jamais, puisque condamnation à mort, ça dit bien ce que ça veut dire. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Monsieur Tshisekedi est en train de préparer un troisième mandat en principe, et un mandat que, vous savez, par sensibilité et histoire reconnue de l'Afrique d'aujourd'hui, contemporaine, on n'aime pas entendre le troisième mandat, même quand il est dans la Constitution. Et donc, est-ce que c'est cela qui fait pousser du zèle aux instructeurs militaires de la Gombe, qui, n'oublions pas qu'avant ce verdict, M. Kabila avait déjà été victime de plusieurs vexations importantes. On se rappelle tous sa maison, oui, les perquisitions de Kingakati transpercée par les pelleteuses, etc. Donc, bon, voilà. Tout cela nous donne à dire
l'avenir seul déterminera la véritable orientation de cette décision. Mais pour l'instant, je crois qu'il y a encore des raisons de s'intéresser au sort de M. Kabila, de se demander quelle est la véritable origine qui fait que la peine de mort a été prononcée et quand elle sera exécutée, pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Est-ce que c'est pour écarter un rival politique? Est-ce que c'est pour préparer un chemin béant donc à l'arrivée d'une révision de la Constitution pour le 3e mandat éventuel? Tout cela sont des questions que nous pouvons nous poser. Guy Benoît, la condamnation de Kabila ouvre finalement la voie, comme dit Albert, à un potentiel mandat, puisque c'est comme un adversaire de taille qui est déjà écarté. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Moi, je crois que le président Tshisekedi et tous ceux qui le soutiennent empruntent là une voie très sinueuse, même si d'emblée ils pensent que ça s'ouvre ou ça ouvre une voie pour le 3e mandat. Je crois qu'il risque de faire erreur. Parce que en dehors de Kabila, n'oubliez pas qu'il vient de mettre hors d'état de nuire Kamere aussi. Et en dehors de Kamere, il y a encore d'autres acteurs politiques qui sont déjà mis hors d'état. Il y en a qui sont même à l'extérieur, contraints à l'exil. Mais l'histoire nous enseigne beaucoup de choses en face là. Est-ce que c'est en faisant cela qu'il va trouver la paix à l'Est? Il peut bien se présenter, oui. Mais qu'est-ce qui nous réserve l'avenir demain? Quand déjà tous ces gens-là, ils veulent les écarter et tout le monde voit comment il vient à visage masqué. Pas découvert, mais masqué. Un homme masqué, tel qu'il arrive. Là, plus il ne se reconnaît pas dans ce qui se passe chez Kamere, c'est pas lui. N'est-ce pas? Bon, Kabila aussi, c'est la justice militaire. Ben, ça veut dire quoi? Lui, il est prouvé dans cette affaire-là. Mais il y a aussi les leaders politiques qui sont déjà en exil. Il y en a beaucoup qui se sont retrouvés en prison sous son mandat. Mais ce sont là les opposants potentiels qu'il crée. Et ces gens-là ont aussi derrière eux les fanatiques ou des adhérents. Et imaginez-vous qu'il réussisse à guillotiner Kabila. Qu'est-ce qui va se passer? Ah voilà. Imaginez-vous. C'est lui qui est le chantre des négociations. Hier, il était chantre de la guerre, la RDC allait attaquer, que le petit Rwanda ne devait pas blaguer avec. Si un seul Congolais tombe, lui va réagir. Ça fait des années qu'il réagit, il n'arrive pas à réagir. Et donc, il faut aller à la négociation. Il vient là de donner des arguments aux belligérants, de lui poser des préalables. Parce que si vraiment il s'est avéré que Kabila est l'instigateur, le vrai cerveau de la rébellion de l'Est, est-ce qu'ils peuvent accepter de négocier avec lui sans poser ce préalable-là? Donc, lui, il prend une voie insinueuse, je dis. Elle est très sinueuse. Parce que ça risque de le ridiculiser, lui, le président Kabila, et le président Tshisekedi. Parce que si les autres posent ça comme préalable à la négociation, n'oubliez pas que lui ne peut que négocier avec le Rwanda sans passer par eux. C'est toujours avec eux qu'il va négocier. Et le Rwanda, qui pousse le bois en bas, n'acceptera pas de livrer Kabila, qui certainement leur a proposé quelque chose de bien pour qu'ils le soutiennent. Donc moi je pense que le président Tshisekedi devrait profiter de la décision de l'autre pour gracier, prononcer la grâce présidentielle, afin que il redore son blason. Sinon pas. Parce que ce genre de combat, ce genre de conflit politico-militaire, ça s'est toujours soldé sur la table de négociation. Ce n'est pas évident qu'il soit capable de déguerpir les opposants de l'Est et qu'il récupère son territoire. C'est pas possible. Ça fait des années qu'ils sont dans cette lutte-là. Et je crois, pour ne pas perdre la face, il faut qu'il se rattrape. D'ici la fin de l'année, gracier le peuple pour que cette position-là ne soit pas
mise, ne soit pas le préalable que les belligérants vont poser à lui. Voilà. Ok. Comment entrevoyez-vous finalement l'avenir politique de Kabila après cette condamnation? Ce qu'il faut noter d'entrée de jeu, c'est que cette histoire de Kabila, ça se voit comme un nez en plein visage qu'il s'agit d'une politisation judiciaire. Parce que si vous voyez très bien, lorsque le président Tshisekedi dit non, la crise à l'Est a pour seul instigateur mon prédécesseur, ça ne va pas être à sourire lorsqu'on sait très bien que l'Est de la RDC est dans une instabilité depuis 94. Mais s'il faut donc parler même du mouvement M23, c'est une histoire qui date de 2012 avec un certain Jean-Marie Roniga Luguerero, qui était donc le chef du CNDP. Ce sont eux qui ont d'ailleurs, il faut le reconnaître, les mêmes gens qui ont combattu Joseph. Mais voilà. Donc, pensez un seul instant que cette crise date d'aujourd'hui. Franchement, c'est fausser quand même l'histoire. Heureusement que l'histoire est toujours têtue et nous parle. On sait très bien que l'Est est en instabilité. Il y a eu Laurent Nkunda et ainsi de suite, qui d'ailleurs a été obligé de s'exiler à un moment donné au Rwanda. Et donc, on sait très bien que c'est une situation qui date. Et il faudrait que nos frères de la RDC, je m'excuse avant de répondre à votre question, admettent une chose, que leur pays est très grand, avec quasiment 9 frontières avec des pays voisins. Et à l'intérieur, quand on dit 9 frontières, héritées de la colonisation, il faut s'attendre absolument à ce qu'il y ait comme une extrapolation, c'est-à-dire de part et d'autre, vous avez des populations qui sont de même culture, mais qui sont divisées au niveau de la frontière. Et il peut s'agir du cas des Tutsis, c'est-à-dire les Tutsiphones, les Hutuphones, bref, les Swaliphones. La RDC doit admettre ça, que nous sommes un pays multiculturel, multiracial, avec dans notre pays des Burundophones, des Tutsiphones, des Hutuphones, les Swaliphones. S'ils ne l'admettent pas, et pour justement répondre à votre question, il faut craindre que demain, la RDC revienne dans les anciennes recettes sécessionnistes de l'époque de Tchombe. C'est-à-dire que les gens de l'Est se disent, bon, finalement, nous ne sommes pas des Congolais, on nous taxe tout le temps d'être des Rwandais, ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est l'une des parties les plus riches de la RDC. Ben voilà. Et les puissances occidentales, les Américains, à un moment donné, ont même pensé que la RDC est un pays tellement vaste qu'il faudrait qu'on arrive dans une situation à la soudanaise. Donc, il faut craindre que si demain, les uns se disent à l'Est, on ne peut pas arriver à Kinshasa parce que maintenant, aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, tout ce qu'il y aura comme difficulté, ça sera connu par tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? On va éviter des pertes en vie humaine. Nous séparons le pays. Comme ça, les gens de Kinshasa vont gouverner du côté de Kinshasa. Mais cette fois-ci, à partir d'un autre pays qui se crée, parce que ça se fait déjà sur le plan administratif. Les gens de l'Est ne dépendent plus de Kinshasa. Donc, je pense que franchement, cela me renvoie à une certaine image. C'est-à-dire qu'en Afrique centrale, on veut d'une chose et de son contraire. On dit on veut voir des jeunes au devant de la scène et qu'on veut l'alternance démocratique. Voilà que il y a quand même déjà eu en Afrique centrale l'alternance démocratique en RDC. Regardez comment ça est en train de déboucher sur une situation catastrophique. Un tout petit peu comme on en a connu avec le Cameroun en 82, Ahidjo qui cède le pouvoir à son Abiya, et puis non, il y a eu coup d'État. Ahidjo aujourd'hui n'est jamais revenu au Cameroun, son corps est toujours au Sénégal. On en a connu ici au Congo-Brazzaville en 92, ça sous-cède le pouvoir à Lissouba, ils forment une alliance gouvernée ensemble, et puis on sait comment ça a volé en éclats. S'en est suivi les séries de guerres qu'on a connues. C'est vrai, le sujet est passionnant, mais nous devons passer à notre deuxième sujet que je vous propose sur la rentrée scolaire. C'est sous une pluie fine que les élèves de la ville de Pointe-Noire se sont rendus dans leurs écoles respectives le 1er octobre, jour de la rentrée scolaire. En dépit des moultes tracasseries conjoncturelles, quelques apprenants rencontrés sur les artères ont prouvé leur volonté de ne pas rater le début de cours. Pour certains qui font l'examen se prépare dès le premier jour de l'école.
Donc n'attendons pas seulement le 6. Même moi aussi, je n'ai pas tous les fournitures scolaires. Je vais à l'école avec le peu que j'ai. Je viens du quartier Vindoulou vers Alu Congo. Je me rends à Tchétché vers 28 juin pour partir frotter à l'école. Pas d'affluence de personnes constatées au niveau des arrêts de bus au quartier Vindoulou, Vanvan-Matende dans le 4e arrondissement, Font-Tchétché dans le 3e et autres. Notre équipe de reportage a visité le lycée 15 août pour faire le constat de l'effectivité de la rentrée des classes. Ici, les élèves ont massivement marqué leur présence dès le premier jour. En terminale, c'est chaud. Il doit se lever parce que les 9 mois ont commencé et dès les premiers jours, il y a des leçons qui commencent. Donc, ils doivent être là d'ici demain pour que tout soit accompli. On a déjà commencé à étudier, vu que on commence à étudier la cartographie. Donc, même s'il y a des tenues de l'année passe, mais ils peuvent venir avec, ou bien les parents doivent acheter le cahier pour venir à l'école. Un enseignant surpris en plein cours et un parent d'élèves rencontrés sur les lieux ont confirmé que les cours ont bel et bien commencé et demandent aux autres parents d'envoyer leurs enfants à l'école malgré la conjoncture économique difficile. D'après la note qui a été signée par le ministre, aujourd'hui était prévue la rentrée scolaire. Donc pour ceux qui sont encore à la maison, quelles que soient les raisons, de venir même demain, quel que soit ce qu'ils peuvent avoir, une vieille tenue, ils peuvent venir pour commencer le cours même demain, afin qu'ils ne soient pas en retard. Je viens de constater que tous les élèves, la plupart des élèves sont là. Ne gardez pas les enfants à la maison. Nous comprenons la situation qui est très difficile. C'est parce que nous attendons le dernier mois, le dernier jour, pour commencer à acheter les cahiers, les fournitures scolaires des enfants. En principe, on devrait le faire au fur et à mesure pendant les vacances. Dans la suite de notre constat, nous avons fait un clin d'œil sur l'une des écoles privées de la place où les salles de classe étaient quasiment vides. Rentrée scolaire 2025-2026 qui a eu lieu le 1er octobre, donc un mercredi. Alphonse, nous avons constaté qu'il n'y a pas eu beaucoup d'élèves. Nous sommes vraiment restés loin de cette lecture quand on lisait qui disait que ce matin 1er octobre, c'est le jour de la rentrée scolaire. Dans la rue, il y a beaucoup d'enfants. Finalement, est-ce qu'une explication peut être donnée à cela? Oui, contrairement aux années antérieures, je sens qu'il y a ce caractère un tout petit peu terne de la rentrée scolaire et j'essaie de donner une explication beaucoup plus économique et financière. Vous voyez, les rentrées ne sont pas toujours le fait, enfin, les rentrées scolaires ne sont pas toujours le fait seulement des parents. Aujourd'hui, au Congo, souvent vous voyez les députés s'y impliquer en fournissant quelques cahiers, sacs, bref, des kits scolaires. On ne l'a pas vu cette année, cela se comprend. Je pense que les députés accusent déjà 4 ou 5 mois d'émolument de retard. En termes, voilà, même chose pour les sénateurs. Les ministres même aussi, parce qu'il y en a qui sont aussi députés, même s'ils ne sont pas députés siégeants. Souvent, on voit aussi cet effort qui est fait. Et comme le pays traverse cette situation financière difficile, j'imagine que il n'y a pas eu toutes ces implications pour accompagner certains parents qui d'ailleurs n'ont eu le salaire que je peux dire le jour même de la rentrée. Donc ça là pose aussi problème. C'est vrai qu'on me dira, on ne prépare toujours pas la rentrée au dernier moment, il faudrait que ce soit progressif, mais la conjoncture est celle que nous connaissons, que nous vivons. Aujourd'hui, quand un parent a un peu d'argent, je crois que tout de suite il faut assurer les besoins essentiels de la famille, de la maison. Vous savez qu'un salaire fait vivre 10 personnes chez nous au Congo et que lorsqu'on fait des projections en se disant le salaire peut être payé le 24 ou le 25, donc cela me donnera la possibilité de préparer la rentrée des enfants et que le salaire vienne à être payé le 1er, ça peut être pour moi la première explication. Mais aussi, il faut aussi reconnaître une chose, ne l'oublions pas, parce que là, on parle de rentrée scolaire en ce qui concerne le secteur public. On ne l'a pas dit officiellement. Mais vous et moi, nous vivons dans des quartiers et nous voyons très bien que nous sommes dans une rentrée à 2 vitesses. Moi, je connais des écoles qui ont ouvert depuis le 15 septembre.
qui ont ouvert depuis le 5, oui, ou le 5 septembre. Voilà, enfin, qui disent qu'ils ont le programme français, c'est une escroquerie aussi. Parce que à la fin, ces gens finissent par faire nos examens, le BPC congolais, le CP congolais, le bac congolais. Donc, on vend une illusion aux parents en disant, nous avons le programme français, nous avons le programme belge, mais à la fin, on sait que tous ces gens font des examens congolais. Donc, c'est une escroquerie. Je suis quand même étonné que les deux ministres de l'enseignement soient faibles sur cette situation. Parce que je crois qu'ils ont l'information que nous avons une rentrée scolaire à 2 vitesses dans notre pays. Les plus nantis mettent leurs enfants, enfin, excusez-moi, je ne vais pas dire les plus nantis, ceux qui ont un peu de moyens mettent leurs enfants dans des écoles justement qui vendent ces programmes français et programmes belges et qu'en sais-je encore, chinois, turcs. Et on sait que là-bas, la rentrée scolaire ne se fait pas le 1er octobre comme le gouvernement l'a décidé. La rentrée a plutôt lieu souvent le 1er. Bon, c'est conforme au pays auquel ils sont est rattaché leur programme. Donc voilà, cela peut expliquer, ceci peut expliquer cela. Ceci peut expliquer ça. Albert, c'est vrai, Albert vient de peindre une situation économique. Oui, Alphonse vient de peindre une situation économique difficile. Est-ce dire que les parents se sentent mal pris pour préparer la rentrée? Mais on ne peut pas dire qu'ils s'y sont mal pris, parce que chaque année, c'est la même chose. N'oubliez pas aussi le caractère, j'allais dire, psychologique de la rentrée scolaire. Vous ne pouvez pas être parent d'élèves et puis, à partir du, je sais pas, du 28 septembre, vous mettre à acheter des cahiers simplement parce que vous voulez être prudent. Ça n'est pas un mal dans l'absolu. Mais même dans la famille, même chez nos propres enfants, il manquera toujours cet engouement-là qui est créé par l'effet du nombre. C'est-à-dire que il faut faire la fête avec les gens en fait. Et vous vous mettez à mettre, comment dire, dans un coin vos cahiers, vos livres petit à petit. L'enfant a l'impression qu'il est un peu condamné, il n'est pas à la fête, disons, avec les autres. Ça peut être un aspect qui n'a pas d'importance absolue, mais qui peut jouer. Nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas célébrer Noël le 24 janvier, et donc c'est cela. Mais ici, en plus, il y a tous ces problèmes dont nous parlerons sans doute, aussi d'insécurité, parce que le retard du salaire, donc, qui a été versé, comme Alphonse l'a dit, presque le 1er octobre. Jusqu'au 25, 26, je voyais des gens qui passaient lorgner à la banque, au DAB des banques pour savoir, mais finalement, cette affaire-là, ça tombe pas. Et donc, il y avait cette incertitude-là qui peut faire en sorte que, même pour les plus motivés, il y avait un recul en se disant, ah, je vais regarder, je vais voir. Et d'ailleurs, heureusement, notre confrère ici a parlé d'une pluie fine. Mais ça, je crois que c'est à Pointe-Noire. Oui, c'est à Pointe-Noire. Oui. Et donc, ça a coïncidé avec la reprise effective de l'ouverture de la saison des pluies, qui fait que finalement, les enfants ont eu tous les ingrédients, les familles, tous les ingrédients qui marquent effectivement une rentrée scolaire. Donc, le retard des salaires, oui, ça a joué, mais préparer sa rentrée, ça serait une très bonne chose, vous savez. Mais le Congolais, nous ne sommes pas disciplinés en aucune façon. Et donc, je vois mal des parents qui, au salaire de septembre, d'août même, diraient, bon voilà, je suis allé acheter mes cahiers, maintenant qu'ils coûtent moins cher, avant que les prix flambent, je peux pas. Ça peut être un acte de prudence, mais pas du tout la marque congolaise de faire les choses. Guy Benoît de Victor, je crois que vous vous souviendrez comme j'ai rappelé au début de cette lecture, dans la rue, il y a beaucoup d'enfants. Nous sommes finalement loin de revivre ces moments avec toutes les difficultés économiques. Là aussi, les enfants ne sont pas portés d'aller vers, enfin, ils sont plus animés de cet engouement d'aller découvrir l'école dès le premier jour de la rentrée. Évidemment, je crois
C'est l'ambiance que nous avons connue tous, en tant qu'élèves, fils. Le 1er octobre, les tenues et les cahiers nous étaient donnés la nuit. Les sacs, les tenues, c'est vraiment la nuit qu'on donnait pour que le premier, chacun aborde sa tenue, son sac, et puis bon, direction école, on était tous enthousiasmés. C'était comme une réunion de famille. Ah, mais évidemment, on était tous, c'est là, on partageait les cahiers, et on était tous gays de voir papa partager les trucs, et puis bon, bouder un peu si les chaussures qu'on t'a acheté, c'est pas les mêmes que l'autre, et puis bon, c'était comme une fête, une réunion de famille. Bon. Or, avec le temps, ces choses-là ont perdu leur valeur à cause des difficultés économiques. C'est ça qui érode la relation parentale autour de l'école. Vous voyez? Et je crois que les pouvoirs publics devaient faire un effort de savoir que quand vient la rentrée, c'est comme quand viennent les fêtes, il faut chercher, il faut donner de l'argent aux gens avant pour que on crée cette ambiance-là. Même, vous avez constaté à Brazzaville, même les enfants eux-mêmes n'y pensaient même pas. Pour eux, c'est le 6. Donc, c'est le lundi prochain. Pour eux, c'est le lundi prochain. Quand le premier tombe un mercredi, les gens se disent, oh, comment, l'école mercredi? Bon, alors que... c'est la tête du premier. Ben voilà, c'est le premier. Mais nos autorités oublient que dans ça, là, il faut un peu de psychologie aussi. Il faut un peu de psychologie. Parce que l'engouement de l'école, c'est ça qui motive l'achat des cahiers, l'achat des fournitures et tout, quand l'enfant a ça, il a envie d'y aller. Parce qu'il a envie que les autres le voient avec sa nouvelle tenue. Parce que vous savez, quand vous partez à l'école avec une vieille tenue, vous n'êtes pas motivé. Hein. Vous êtes comme complexé, vous êtes comme frustré. Hein, les enfants sont frustrés. Ils aiment être bien propres ce jour-là. Donc, je crois que c'est tout cela, c'est les difficultés financières qui ont fait qu'il manquait d'engouement le 1er octobre, parce que les parents, pour la plupart, sont fonctionnaires, donc ils vivent aux dépens des prébendes versées par l'État. Ils sont obligés d'attendre. Si l'État n'a pas versé, ils font quoi? Ils s'asseyent, et c'est ça. Vous voyez, à Pointe-Noire, comme c'est une ville économique, c'est tellement qu'il y en a qui ont peu, ils sont dans Chevron, ils sont de ceci. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de gens, beaucoup d'élèves dans certaines classes. Mais ici, là, j'ai fait la ronde, je n'ai pas vu des enfants en dehors de ces écoles-là, qui ont une plus grande vitesse, qui ont commencé, où j'ai vu, vraiment c'est les véhicules qui attendaient les enfants. Mais comme Alphonse a dit, il faut que l'État soit regardant. Bon, on regarde et que l'État mette de l'ordre, comme a dit Guy Benoît de Victor. Je vous invite à une pause et nous allons nous retrouver bien après.